Le diocèse de Dédougou au Burkina Faso est fortement touché par l'insécurité. Plusieurs paroisses ont vu leur village se vider peu à peu de leurs habitants. Le terrorisme nous est tombé dessus comme à l'improviste, même si nous voyons qu'il y avait des attaques du côté du Mali, un peu au nord, vers Dori. On se sentait encore un peu à l'abri. Autour des années 2021-2022, et là, ça s'est vraiment rapproché de nous. Et donc, les paroisses de Niassan ont été les premières à endosser un peu des attaques du côté de Nouna aussi. Mais ce n'était pas encore répandu. 2021-2022, nous avons vu cette hydre terroriste se répandre progressivement dans notre diocèse, donc empêchant ainsi les paroisses du nord. Je prends donc Niassan, je prends Tougan, je prends Kimbara, qui très vite se sont un peu coupés du diocèse à cause de cette incapacité à se déplacer. Donc les attaques se sont répandues très vite dans ces localités au nord du diocèse. Donc il faut dire depuis 2021 et 2022, ces paroisses ont été vraiment victimes des attaques terroristes, même si parfois ce n'est pas des attaques directes, mais au moins le fait qu'il y ait une occupation, une présence des Hani dans les localités, ça les a empêchés, donc empêché les pasteurs et les chrétiens d'exercer vraiment leur activité pastorale. En 2022, précisément au début de l'année 2023, c'est là que vraiment le terrorisme s'est répandu presque sur tous les territoires diocésains. Voilà, sur tous les territoires diocésains, Dédougou, Ouattara, Houndé, Boni, quelque peu la paroisse de Ouri vers le côté de la frontière avec Koudougou, donc vers le fleuve. Et là, tout le diocèse, donc avec les autres paroisses qui sont rentrées dedans, Zaba, Goussina et puis Thomas, ont été touchés. Donc c'était déjà une situation généralisée du diocèse, à tel point que l'évêque du diocèse a, dès le départ de l'année pastorale 2022-2023, donné ordre de voir comment on allait faire une pastorale avec cette réalité. 2023-2024, qui est en train de terminer, c'était vraiment le sommet, où on est passé à une autre phase. Ce n'était plus l'occupation simplement des Hani ou le fait de semer la terreur par-ci par-là, mais c'est de détruire nos infrastructures. Et ça, ça a conduit au déplacement de quelques équipes pastorales. Je pense donc à la paroisse de Zaba, qui déjà en 2003 a rejoint Dédougou, la paroisse de Niassan, qui aussi, l'équipe a été déplacée à Dédougou, la paroisse de Kimbara, qui a été déplacée, mais pour être à proximité de sa paroisse, donc à Thomas. Tougan est totalement prise en otage, parce qu'ils ont été encerclés. La ville de Tougan résiste. Mais tout autour de Tougan, il n'y a plus de possibilité d'aller au-delà de 5 km de la ville. Ce n'est pas possible. Et donc, nos confrères aussi sont à l'intérieur de la ville, comme tout autre citoyen de Tougan. Ils ne peuvent pas sortir. La seule issue, et jusque-là, c'est encore valable, c'est de passer par le couloir de Thomas. Et s'il n'y a pas de convoi militaire, ils ne peuvent pas sortir. Le 28 mai 2023 fut un sombre jour pour la paroisse de Ouattara dans la commune de Bondokui. Des hommes armés non identifiés ont frappé, sémant la mort et la désolation. Cette attaque a fait une quarantaine de morts, des innocents qui ne cherchaient qu'à vivre paisiblement dans leur village. Alors, le cas de Ouattara, oui, comme les autres paroisses ou les autres endroits, il y a eu certainement des signes avant-coureurs, mais que nous n'avons pas peut-être bien analysé. Et ensuite, ça a été très rapide. Ça s'est passé en un temps record. Quel était le contexte? En fait, jusque-là, la zone de Ouattara était assez claire. Nous allions et venions. Nous allions dire des messes dans les villages les plus reculés, même si on savait que, il faut faire attention, il y a des passages de temps en temps, des Hani. Nous le savions, mais nous allions et puis nous venions tranquillement. À l'approche donc de cette attaque du mois de mai, le 28 mai, disons qu'auparavant, peut-être au mois d'avril, il y a eu donc l'arrivée des VDP.
Ouattara, au départ, avait refusé le VDP au mois de novembre, quand il y a eu donc l'annonce de recrutement de VDP au niveau national. Le village de Ouattara n'a pas adhéré aussitôt. Et donc, on est resté un peu sans VDP. Mais subitement, au mois de février, mars surtout, on entendait parler de VDP, de volontaires qui vont aller se former. Et donc, quelques-uns ont été se former, effectivement, à Dédougou. Ils sont revenus, on les a installés et équipés. Mais ils étaient en petit nombre. Il me semble que c'était une dizaine, hein, je n'ai pas le nombre exact. Une dizaine, peut-être quelques-uns avaient les fusils. Et je crois que l'élément déclencheur de l'attaque de Ouattara a été lorsque les VDP ont attrapé un des leaders de la zone et l'ont remis aux autorités militaires. Alors, la suite de son traitement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il n'est plus revenu. Et je crois que c'est ça qui a vraiment attisé l'énervement, la haine un peu des autres opposants et qui sont organisés, qui ont même eu des avertissements, ils ont averti la population par des passants qui revenaient des funérailles d'un village. Ils ont dit, bon, dites aux gens de Ouattara, nous venons, préparez-vous ou en tout cas, nous venons bientôt. Bon, les premiers responsables avaient été informés, ils cherchaient plutôt des solutions sacrificielles. Et puis voilà que le 28 mai, subitement, ils sont tombés sur eux vraiment à l'improviste. Les gens ne s'y attendaient pas. Alors, je n'étais pas moi-même personnellement là, mais en écoutant, en recoupant les informations reçues par-ci par-là, il s'est trouvé qu'aux environs de 16h ou 17h, donc des groupes armés sont venus encercler le village et avec des tirs de mitraillettes, de fusils, ils ont mis en débandade toute la population. C'était un dimanche, jour de la Pentecôte. Ensuite, jour des marchés, il y avait des funérailles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande foule, une grande affluence de personnes. Et ils ont énormément tiré en l'air, effrayé les populations, blessé beaucoup de personnes et tué quelques-unes. Alors, au nombre des décès, je ne peux pas dire avec exactitude combien on a pu dénombrer. Mais je sais qu'après cette attaque, on a été pour faire l'inhumation. Sur place, on parlait de 30, mais après, il y a eu des corps découverts un peu dans la brousse ou dans les pluies. Si bien qu'on peut estimer au chiffre de 40 ou 50, c'est pas du tout. Ça peut être plus. Parce qu'il y en a qui ont été mourir dans la brousse, il y en a dans les pluies, on ne sait pas exactement combien. Voilà. Alors, après cette attaque donc du 28 mai qui a duré de 16h ou 17h en gros, jusqu'à peut-être 3h du matin, il faut le dire comme ça, parce que ceux qui ont vécu la chose ont dit que vraiment c'était terrible. Ils avaient des grenades, des fusils, des choses de grande détonation qu'ils ont mises dans beaucoup de boutiques qu'ils ont carrément détruites. Et ils ont renversé les boutiques de plusieurs commerçants. Ensuite, ils pourchassaient les gens dans les maisons. Ils ont volé les tricycles pour transporter ci, ça. Ils ont emporté de bétail. Ils ont ramassé, ils ont vandalisé, vidé les boutiques. Hein. C'est ce que ça contenait ce jour-là. Ils ont vraiment ramassé le maximum. Ils ont même pris des camions pour charger le maïs qui était dans les magasins. Tout ça, cela a été emporté. Alors, moi, ma version à moi, c'est que ce jour-là, moi, j'étais en tournée dans un village de la commune de Ouarkoy, non loin de Ouarkoy. Et je suis arrivé donc dans le cabrure du village autour de 19h en gros. Il faisait déjà sombre. Et à l'entrée du village, je vois que, bon, le premier bâtiment, il y avait un hangar qui était en feu. Je n'ai pas compris. Et en allant progressivement au milieu du village, je vois que tout est en feu, surtout les hangars. Alors, ça m'a étonné. Je voulais m'arrêter pour demander, me renseigner, mais je ne voyais personne dehors, tout était en feu. Les cours, il y avait une épaisseur, un nuage de fumée qui sortait. Je ne comprenais pas. Et au lieu de me retourner, je continuais jusqu'au milieu du village. Et là où je ne pouvais plus continuer, j'ai tourné à droite, j'ai pris ce qu'ils appellent la route centrale du village, qui traversait le marché. Et chemin faisant, j'ai vu donc un cadavre à terre, et puis bon, tous les hangars du marché brûlés.
Alors là, c'était la panique totale à mon niveau. J'étais tellement effrayé que je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, j'ai continué de rouler avec l'espoir d'aller à la mission pour voir peut-être mes confrères, comment est-ce qu'ils étaient, dans quel état ils étaient, les religieuses. Je n'avais pas de nouvelles, puisque le réseau ne marchait pas. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne solution, donc j'ai décidé d'aller voir un habitant du village que je connais bien. Et c'est là que je me suis rendu. Lui, il est sorti de sa cachette et m'a salué. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, mais moi, je n'ai pas compris. Tout est en feu. Il dit, oui, mais il y a une attaque, on est en attaque. L'attaque est en cours. Les assaillants, certainement, ils sont en train d'aller se retrouver pour faire une réunion. Sinon, ils étaient là en train de tirer partout. Mais tu as eu la chance que tu es arrivé jusqu'ici. Il dit, oui, je n'ai croisé personne. Il dit, bon, tu as la chance. Reprends la route et puis tu vas en brousse. Tu vas dans la brousse pour me rester. Sinon, ils vont te... Alors là, dans la peur, je me suis béni et puis je suis parti. J'ai tout fait pour sortir du village et rejoindre donc la route qui conduit vers Bois pour rejoindre. Je voulais rejoindre Dédougou. Voilà mon idée. Alors, chemin faisant, mon véhicule tombe en panne, le bras est cassé, le bras arrière droit qui se casse, et je ne peux plus rien. Et je descends, je prends la route à pied. Et c'est là, à près de 200 mètres, que j'ai dit, bon, je rentre dans la brousse pour me cacher un peu. Et c'est juste à ce moment que j'ai reçu des coups de balles. Bon, en l'air, hein, ça passait dessus de ma tête, c'était pas directement sur moi, heureusement. Je serais déjà mort. Mais au moins 5 à 6 coups. Et c'est là que je me suis mis à courir de toutes mes forces jusqu'à rencontrer des personnes. Et puis bon, finalement, on a passé la nuit sous un arbre, avec 2 autres personnes. Et voyant tout ce qui se passait autour, même le feu du village de Ouakkara, le feu qui se levait avec les grenades, le feu qui se levait des boutiques. Tout ça, c'était vraiment extraordinaire. De loin, on voyait les masses de feu qui se levaient. C'est terrible. Et bon, le lendemain, j'ai rejoint Dédougou par une moto. Voilà ce qui concerne donc l'attaque de Ouakkara. Et disons que le village s'est vidé totalement le 30. Le 30 mai, il n'y a plus personne à Ouakkara. Sauf quelques vieilles personnes qui ont dit non, on ne bouge pas, on préfère mourir au village. Mais ces personnes ont été prises de force par leurs fils après. Voilà. Donc le village était totalement vide autour de 30 ou 31 mai. Tout était fini. Alors, dans la parole de Ouakkara, donc après Ouakkara, il y a eu 4 ou 5 jours après une attaque qui a ciblé Kera, qui est au bord de la route entre Kosso et Bondoukou. Ce village a été attaqué en plein jour aussi par des Hanis qui venaient de la zone de Koumana. Et il y a eu ce jour-là 6 morts au moins, 6 morts, occasionnant donc le départ aussi de toute la population. Puis ça faisait suite déjà à l'attaque de Ouakkara, où déjà beaucoup de personnes avaient déjà commencé à ranger, à se déplacer. Et quand ça s'est passé, tout le monde est parti. Et je signale en passant que le village de Kera, le jour de Pâques avant, donc en avril, il y a eu une attaque en pleine célébration. Le quartier a été fouetté par des Hanis qui l'ont malmené, ils l'ont blessé. Et la population était déjà apeurée. Donc ce jour-là déjà, les gens j'étais réfugiés dans les fossés. Voilà, pour échapper à l'attaque. Mais ce jour, il n'y a pas eu de morts. Mais c'est cette semaine après l'attaque de Ouakkara qu'il y a eu des morts. Donc tout Kera est parti. Et quelques jours plus tard encore, donc autour du 16 juin, il y a eu l'attaque de Sahara. Alors du coup, on s'est retrouvé avec une paroisse au mois de juin 2023. Bon ben, il y avait déjà près de 10 villages qui étaient partis. Voilà, 10 villages, c'est au centre. Donc, beaucoup se sont retrouvés à Dédougou, parce que bon, c'est le centre de la région. Les prêtres sont venus à Dédougou. Alors, la pastorale dans notre paroisse était très très difficile. Nous faisions des réunions, bon, par d'autres comme ça, hein, à Warkoy, là où il y a un peu de paix, là où il y a un peu de stabilité, ou bien on fait venir la communauté sur Dédougou pour qu'on fasse la réunion. Voilà, ça c'est ce qui concerne vraiment la parole de Ouakkara. Il y a eu beaucoup de départs. Ces intrus, tels des spectres nocturnes, ont percé le claustrat de l'église paroissiale pour y commettre leurs actes de profanation. L'autel et la sacristie furent embrasés, les statues sacrées réduites en éclats. Non loin de là, la grotte mariale subit le même sort, livrée aux flammes impitoyables. Le presbytère fut ensuite leur cible.
Le réfectoire fut entièrement calciné ainsi que quelques chambres. La chambre du curé devint leur abri. La résidence des religieuses ne fut pas épargnée. Les statues furent anéanties et le bâtiment livré aux flammes. Notre départ donc, de Ouakkara, donc, en mai-juin 2023, a laissé les lieux vides. Personne n'y résidait encore. Et jusqu'au mois de décembre 2023, nous avons entendu que les VDP de Ouakkara se préparaient à partir de Bonokui à rejoindre donc Ouakkara pour s'y installer, puisqu'ils avaient été formés pour assurer la sécurité. Et c'est dans ce laps de temps, entre Noël et 1er janvier, peut-être 2 semaines après qu'on a appris que les VDP sont allés sur place, ont trouvé que tout était brûlé. Donc disons que nos locaux, tout le village et puis l'église ont été vandalisés, justement brûlés totalement en fin d'année 2023 et début d'année 2024. Alors, la première fois que j'ai vu les photos, je suis tombé malade. Moi, c'est les photos qu'on m'a envoyées d'abord. Ceux qui ont pu aller là-bas, donc les VDP. Ils ont pris les photos, comme on avait beaucoup de jeunes chrétiens parmi eux. Ils ont pris les photos, ils ont envoyé à leurs parents, lesquels parents nous ont transmis pour qu'on puisse voir. Et donc, on voyait une église vandalisée, des statues cassées, brûlées par-ci par-là, un presbytère brûlé, nos chambres brûlées, nos archives brûlées, et même notre lieu de vie, donc le salon où on accueille les gens, tout brûlé. Alors là, je suis tombé malade. Je suis tombé malade parce que je voyais un travail de 80 ans parti en fumée en un temps record, sans aucune raison valable. Voilà. Parce que je me suis dit, pourquoi on allait brûler par exemple l'église? On a cassé le tabernacle, les statues de la Vierge, mais la statue de notre saint patron protecteur qui est Saint Joseph, cassée, la sacristie brûlée, et nos sièges brûlés, et les fauteuils sur lesquels on s'assoit pour faire la messe, plus le crucifix sur le mur, tout est brûlé. Et ils ont fait un trou, ils ont cassé des cloisons pour pouvoir rentrer. Bon, je ne sais pas, ils auraient pu faire pire que ça. Alors vraiment, c'était des sentiments de désolation, de frustration, de traumatisme, carrément. J'étais moi-même en tant que curé traumatisé, parce que c'est quand même des choses auxquelles on tenait. Et ce qui fait aussi un peu l'unité de la paroisse, hein, autour d'une église, autour d'un presbytère, c'est l'unité de la paroisse où tout le monde peut converger pour recevoir les services religieux qu'il faut. Mais si tout est détruit, je me suis posé beaucoup de questions. Quel est le sens que ces dévastateurs peuvent nous donner? Ouakkara, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la communion, le symbole de la présence du christianisme dans la parole de Ouakkara. Alors, si ce lieu est cassé, détruit, c'est comme si ce symbolisme est détruit aussi. Un an après, l'espoir renaît avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP qui reprennent le village de Ouakkara. Les habitants reviennent peu à peu et la vie, telle une fleur fragile, commence à refleurir. Le dimanche 9 juin 2024, Monseigneur Prosper Bonaventure Ki, évêque de Dédougou, y vient pour la réparation et la purification de l'église paroissiale profanée. Ouakkara renaît de ses cendres. Tout reprend, mais tout reste à reconstruire. Avant la messe de purification, donc, il y a eu le retour des VDP. Donc, les VDP étaient là depuis un bout de temps. C'est après la population qui a été autorisée à retourner au mois de mars par la hiérarchie militaire. Donc les anciens ont dû faire aussi une purification traditionnelle. Ils ont fait une purification traditionnelle et c'est suite à ça, en avril, que nous avons eu la volonté d'aller sur place pour voir. Donc quand les chrétiens des autres villages ont entendu qu'il y aura une messe de réparation pour réinstaller, ou en tout cas pour reprendre le culte à Ouakkara, beaucoup ont accouru.
comme pour dire, nous venons pour faire corps avec vous. Et donc ça, c'était vraiment un moment très important. Beaucoup de catéchistes sont venus. Monseigneur a fait la prière, a fait la purification. On a invité la population. Au-delà des chrétiens, il y avait les responsables des musulmans, les responsables des protestants, qui, à tous les rôles, ont pris la parole pour quand même saluer Monseigneur et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Et aussi, invoquer toujours sa bénédiction pour que la vie sociale puisse reprendre de plus belle. Pour mes chrétiens, je reprendrai simplement même les mots que Monseigneur avait dit le jour de la célébration justement de la purification, qui ont été repris même par le vicaire général. Mais c'est le pardon. Hein? Il faut pardonner et ne pas passer le temps à juger. Et quand on parle de pardon, il y a toujours un mouvement dans double sens. Il y a soi-même qui doit s'accuser et l'autre qui s'accuse, et ensemble on se pardonne. Mais il se trouve que dans notre cas ici, l'autre sens est un peu muet. Dans ce sens que ceux qui ont cassé, ceux qui ont chassé, ce n'est pas des interlocuteurs en face de nous. C'est des interlocuteurs invisibles, muets. Donc, c'est la masse, c'est la faute sociale, le péché social. Ce n'est pas un péché individuel à qui on va dire, bon, c'est un tel qui est responsable. Non. On nous a martyrisés, c'est vrai, on a été maltraités, c'est vrai. Mais je crois que le sens que tient ici de ce pardon, c'est reconnaître les traces du péché, et reconnaître les traces du mal, et la force du mal à l'œuvre dans le monde, et se dire que la puissance de Dieu, notre Dieu, dépasse cela, et c'est lui qui peut penser nos blessures. Donc le message est adressé aux chrétiens, c'est de dire, regardons le Christ. Il a tant souffert pour nous. Et la souffrance que nous avons endurée, certainement, il la connaît aussi. Et c'est lui qui peut encore penser nos plaies, penser nos blessures, en nous permettant d'accepter ce qui a été fait et de dépasser ce qui a été fait, en essayant d'aller au-delà. Avec la reconstruction des cœurs, la reconstruction des idées, la reconstruction de nos pensées, la reconstruction de notre monde et de l'Église. Et je crois que c'est à partir de là que nous pourrons vraiment essayer à notre tour de nous pardonner, de pardonner aux autres, et d'aller ensemble sur notre chemin. C'est ce que moi je peux dire aux chrétiens. Et ça ne peut se faire que si on retourne au Christ encore dans la prière, l'écoute et la méditation de sa parole, la réception des sacrements, et une vie ecclésiale beaucoup plus organisée et soutenue. La reconstruction matérielle, physique que demande la parole de Ouattara aujourd'hui est énorme. Parce que, voyez-vous, quand on a des édifices de plusieurs millions qu'on détruit en 10 minutes, c'est horrible. Et vous avez certainement vu les images, c'est le presbytère qui a été incendié à 2 endroits. Notre salon, là où on se retrouvait, incendié, tout est brûlé, non plus assiette, ni chaise, ni rien, ni table, rien. Et la maison des archives, nous avions notre fichier qui a été détruit. C'est de l'histoire détruite. L'église, il y a beaucoup de choses à refaire là-bas. Ensuite, du côté de la maison des religieuses, c'est totalement détruit. Il faudrait voir si on peut réestimer ces murs. Est-ce que ces murs sont encore solides, si on peut les utiliser? Et ce n'est pas seulement Ouattara. Il y a aussi du côté de Sara, l'église qui a été en partie détruite. La maison de catéchisme détruite. Il y a d'autres communautés. Alors, aujourd'hui, l'invitation qu'il lance à toute personne de bonne volonté, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on peut aider. Tout nous est propice aujourd'hui. Que ce soit les statues de la Vierge Marie, les statues de Saint-Joseph, à la grotte, tout ça là, ça a été détruit. Nos croix ont été brûlées, les pupitres ont été brûlés, nos chaises, nos fauteuils d'hôtel, tout ça a été brûlé. Notre lambon mobile qu'on utilisait, tout ça là, brûlé, cassé. Donc ça c'est déjà des besoins élémentaires, c'est le plus simple.
Et l'électricité, ça ne marche plus. La ventilation, ça ne marche plus. Et la sacristie a été totalement brûlée. C'est vrai que nous avions pu soutirer quelques effets, amener ailleurs, mais le reste, tout est brûlé. Il faut refaire. Et le salon, totalement brûlé, haut en bas. Donc il faut recouvrir ça. Il faut refaire les sols, les murs. Tout ça, c'est à refaire. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a de grands besoins. De grands besoins. Alors, l'idée, c'est d'inviter les bonnes volontés à avoir. Chacun peut apporter ce qu'il peut. L'argent, le matériel directement. Tout ça, c'est profitable. Voilà. Que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau purement social, humain, matériel, tout ça, c'est le bienvenu. Donc, c'est l'invitation que je lance aux personnes de bonne volonté, qu'elles soient de la paroisse de Ouattara, et des partenaires, des amis, des connaissances, des gens qui sont sensibles à notre situation. Ben, voilà, il y a tout ça. Voilà. Il y a tout ça pour refaire vraiment notre presbytère et que les prêtres puissent y vivre. Et l'une des intentions, des idées, le désir de Monseigneur, c'est de voir s'il y a la possibilité qu'à la reprise en septembre, l'année pastorale donc débutante, on puisse réellement reprendre le séjour à Ouattara pour être proche des chrétiens.